au baccalauréat libanais, dans la dernière version, un sujet était donné et était très intéressant. Il était donné à la section S scientifique. Le sujet était le suivant. Et c'est un sujet en politique. C'est le suivant: chacun défend-il ses propres intérêts? Donc c'est un sujet politique qui ne nécessite pas beaucoup de bagages philosophiques, mais il se concentre sur une explication profonde de cette phrase, de cette notion, et un peu d'informations historiques, et aussi un peu de comparaison entre intérêt personnel et intérêt idéologique, intérêt de société, intérêt du parti, intérêt collectif. Il s'agit dans ce sujet de dire parfois nos intérêts vont à l'encontre de l'intérêt de la société. Et parfois, on prétend et on dit que on fait les intérêts de la société, du parti, de l'idéologie, mais à la fin, vraiment, on fait à partir de l'intérêt collectif et l'intérêt du parti, on ne fait que nos propres intérêts. Donc, nos propres intérêts, ce sont les intérêts du parti, de la société. Engels a dit, en ce sens, il a parlé des intérêts de classe. Donc nos intérêts, en fin de compte, sont des intérêts de classe. On défend une classe. Lorsqu'on défend nos intérêts, on défend les intérêts de notre classe à laquelle nous appartenons et pour laquelle on défend toutes nos causes. Un riche, il fait l'avocat d'un parti, et l'avocat d'un parti, et il fait l'avocat des idées d'un parti de droite, un parti naziste, un parti un peu phalangiste au temps de Franco, l'espagnol. De même, dans l'histoire, un dirigeant confessionnaliste, il défend ses propres intérêts. Il ne défend pas la logique de l'État rassemblant tous les partis et toutes les parties et toutes les confessions. Au contraire, un dirigeant confessionnaliste, il est égoïste, il défend ses propres intérêts, il a intérêt à ne pas, à ce que le gouvernement ne se tienne pas bon, pour qu'il reste un peu un dirigeant qui dirige et qui gouverne sa secte. Donc, un dirigeant confessionnaliste, un dirigeant local, il veut que son pouvoir résiste, il prie pour que le gouvernement
ne se prennent pas une, une forte autorité, et pour qu'il reste le seul à donner à ses compartisans, à ses partisans, le droit, entre guillemets, qu'ils réclament. C'est ce qu'on trouve dans les économies asiatiques, dans lesquelles l'économie ne s'est pas progressée, ne s'est pas développée pour arriver à un état économique qui se base sur des usines, sur des régimes vraiment capitalistes développés. Pourquoi? Parce que, comme dans le Moyen-Orient, comme en Afrique, celui qui détient le pouvoir est un féodal, et l'économie est restée sur le stade agriculture, donc il n'y a eu aucun développement pour que la société s'épanouisse et va jusqu'à une économie capitaliste un peu progressif. Donc le régime féodal c'est resté jusqu'à nos jours. Au Moyen-Orient, c'est un régime féodal et confessionnel en même temps, car celui qui détenait les terrains, ce sont des chefs de confession, des chefs de tribus, ce sont des chefs de religion. Donc ça a été vraiment un pas en arrière, toujours en arrière. Bien que les régimes militaires qui se sont venus ont essayé de faire ce progrès par la force, mais ils ont échoué. Parfois, l'intérêt personnel se contrarie avec l'intérêt de la société ou l'intérêt de l'idéologie de l'État. Car, mais ici, la chute va être aux côtés de l'intérêt personnel, parce que l'idéologie est plus globale et plus forte que l'intérêt personnel. Et c'est pourquoi, dans les régimes totalitaires, il n'y a pas d'intérêt personnel. Et l'intérêt collectif, c'est l'intérêt de l'État. Ce que Hegel nomme l'intérêt de l'État qui réalise l'idée générale, c'est-à-dire la nécessité de l'histoire, de cours de l'histoire. L'idéologie parfois peut nuire aux intérêts personnels. Et parfois, les intérêts personnels vont contrairement aux principes idéologiques ou
ou les principes du parti.